21e chapitre. Communication et amour. Aujourd'hui, je vais faire un chapitre qui va être, cette fois-ci, la traduction du travail que j'ai fait en anglais. Mais je vais le faire en présence de Ayman, un ami qui est venu me trouver, Melven, un ami aussi, et Chabi, qu'on a déjà vu, je pense, une fois dans un chapitre, mais peut-être était-ce en anglais. Et je vais présenter certaines idées en sachant que les gens qui sont ici ont parfaitement le droit, quand ils veulent, d'intervenir, de poser des questions, de rapporter des choses. Et pour commencer sur ce travail, je vais donc repartir un petit peu à l'origine de la vie, pour qu'on puisse comprendre, et qu'on puisse se tourner un peu vers la conscience de communication et même vers les extraterrestres. La vie, elle est structurée de partout dans le cosmos. Donc ça veut dire que si on prend une planète avec la gravité, une planète sera toujours avec sa gravité par la masse, il va y avoir des réactions électriques, des éclairs. Et ces éclairs qui vont se répercuter sur la matière, avec la force de gravité, va transformer doucement, en environ 1 milliard d'années, des éléments morts, solides de matière, en tant que premier élément de vie. Et la vie va se développer. Par l'élément de l'eau, ou d'un liquide quel qu'elle soit, la vie va se développer encore plus vite. Donc, dans la science d'aujourd'hui, on va dire « Ah oui, mais la Terre est particulière ». Et ça, déjà, c'est un mensonge total, puisque l'eau, c'est le premier élément de l'espace. L'eau, c'est l'élément de la vie. Dès qu'il y a une forme de vie qui commence à faire apparaître. Or, il suffit d'avoir de la matière et de l'électricité pour que la matière soit transformée en vie, avec une alchimie très lente. Donc déjà, on voit par cet élément que la vie se développe de partout. Puis ensuite, il y a l'ADN, et l'ADN, c'est une programmation qui permet d'adapter une forme de vie sous quelque environnement que ce soit qui puisse exister. L'ADN va nous permettre d'être ce que nous sommes nous ici, mais on pourrait aussi exister avec une forme de vie à moins 40 degrés et à plus 50 degrés. Donc il y a toutes les formes de vie qui puissent exister, même sur notre planète. Il y a des poissons qui vivent dans de l'eau acide. Si on touche cette eau, on se brûle. Mais ces poissons, eux, ils vivent dans cette eau acide. Si on leur donne de l'eau normale, ils meurent, parce que leur ADN est adapté à de l'eau acide. Donc ça, c'est une première chose. Dans le cosmos, la vie est partout. Même si on veut le présenter très différemment, il est arrivé très souvent qu'il y ait des météorites qui fondent en arrivant sur notre planète. Et donc, il y a une espèce d'eau gélatineuse qui va tomber parce que c'est les météorites qui sont en train de fondre quand ils rentrent dans notre biosphère. Et cette eau gélatineuse, c'est plein d'ADN et de vie extraterrestre. Donc c'est de la vie primitive, on cherche à le cacher, il y a eu des pluies comme ça en Écosse par exemple. Donc on sait qu'en plus, déjà on pourrait dire sur la planète Terre, comme sur toutes les planètes, la vie va se développer très facilement. Et il faudrait encore faire abstraction du fait qu'il y a des pluies de liquides qui sont bourrés de vie, parce que la vie se développe partout dans le cosmos, ça fusionne de partout. Ça c'est une première chose à bien comprendre. La deuxième chose, c'est la grandeur de l'espace. On comptabilise actuellement environ 100 milliards de galaxies. Mais quand on comptabilise 100 milliards de galaxies, on comptabilise ça dans ce qu'on peut percevoir. C'est-à-dire que notre cosmos existe depuis environ 14 milliards d'années, donc on ne peut pas voir au-delà de 14 milliards. 14 milliards d'années-lumière. C'est-à-dire que l'information nous arrive. Donc, comme on sait aujourd'hui que le cosmos est beaucoup plus grand que ça encore, on ne parle de 100 milliards de galaxies qu'à l'intérieur du cosmos que l'on peut percevoir de la limite du temps et de la vitesse de la lumière liée à l'existence du cosmos. Ça, c'est des chiffres qui sont tellement grands, c'est un peu difficile à comprendre. Alors, je vais donner une image qui permet de simplifier un peu les choses. Si je prends une feuille de papier et que je fais un petit point avec un stylo, un tout petit point. Je touche, paf, et j'ai fait un petit point sur la feuille de papier. Et je dis, ça c'est le soleil. C'est donc c'est évidemment infiniment petit par rapport au véritable soleil. Je dis, si ça c'est le soleil, je vais garder cette mesure, cette proportion.
et je vais dessiner notre galaxie. Mais notre galaxie, elle est très très petite, c'est une petite galaxie. Donc je vais dessiner notre galaxie en respectant la mesure de le Soleil, c'est un tout petit point. D'après vous, quelle grandeur de feuille est-ce qu'il faudrait pour dessiner notre galaxie en respectant cette proportion? Une feuille qui ferait la taille d'un pays? Un pays comme quoi? Allez, on va dire les États-Unis. C'est exactement ça. Il faut une feuille de la grandeur des États-Unis pour dessiner notre galaxie. En partant d'un petit point. En partant d'un petit point qui est le Soleil. Et c'est de ce qu'on sait aujourd'hui, c'est ça, seulement de ce qu'on sait aujourd'hui. Que c'est possible qu'il y ait beaucoup plus. Oui, absolument, on est même certain qu'il y a beaucoup Oui, plus. d'accord. Mais on ne peut pas le dénombrer ni rien puisqu'on ne peut pas encore le percevoir. Donc on sait que l'espace s'ouvre perpétuellement, donc on ne sait pas exactement. On peut parler raisonnablement de 100 milliards de galaxies, et notre galaxie étant toute petite. Maintenant, une autre mesure qu'il faut comprendre, si je prends le Big Bang que je mets à minuit, et que donc c'est le début du Big Bang à minuit, et je vais tout mettre sur une année. Donc ça veut dire que actuellement nous sommes minuit 1 an plus tard, le moment où je parle présentement. Or, lorsque l'on regroupe les forces de gravité, de structure au début, la lumière, c'est une lumière dense, opaque, et ainsi de suite. Donc, on va dire que d'après ce qu'on connaît, il ne peut pas y avoir de vie. À le moment où les systèmes, le Soleil se développe, les systèmes se développent, les galaxies se développent, et ainsi de suite, cette force de gravité, d'électricité, de développement de l'intelligence, tout est là pour ça. Or, quand on respecte l'année comme ça, eh bien, environ au mois d'avril-mai, il y a tout ce qu'il faut dans le cosmos pour que la vie se développe. Avril-mai. Notre propre galaxie, qui est une galaxie un peu excentrée, et nous sommes un peu excentrés de la galaxie, donc on est vraiment les primitifs du cosmos, notre galaxie, elle va se former uniquement dans les eaux du mois de septembre-octobre. Et notre planète va s'organiser au mois de décembre. Donc on arrive vraiment à la fin de l'histoire. Oui. Et on va se développer très très doucement. La vie va apparaître quelque chose comme 10 jours avant minuit. D'accord. Et notre intelligence va apparaître quelques jours, non, notre vie humaine va apparaître quelques jours avant minuit. Et si l'on parle de la révolution industrielle, c'est-à-dire de notre développement intelligent, on a commencé à fabriquer des machines, même simples, et à exister d'une façon intellectuelle, on va dire, notre vie intelligente a commencé 1 seconde avant minuit. C'est bon. Ouais. Donc imaginez ce que serait une population qui a existé depuis 1 minute, 60 fois plus développée que nous. 1 heure avant nous, 3600 fois plus développée que nous. Qu'en serait-il d'une semaine, du mois de novembre, ou du mois de septembre, ou du mois de juillet? Donc, le cosmos, tel qu'on l'analyse simplement, on est obligé de dire, effectivement, oui, on a un problème là, sur la grandeur, sur le foisonnement de la vie. Maintenant, il faut comprendre encore autre chose pour être capable de le tourner dans une essence spirituelle. Lorsque notre vie va commencer, elle va commencer par des êtres unicellulaires. Puis la vie va se structurer, elle va se compliquer. Et par définition, quand plusieurs cellules sont ensemble et qu'elles vivent ensemble, elles communiquent. C'est-à-dire que nous sommes concernés par ce qui se passe au bout de nos doigts, au bout de nos pieds, la structure du son, la structure de tout ce qui va exister autour de nous, parce que nous sommes une unité qui communique. Je ne vais pas être là et me mettre un clou dans le genou et rien sentir. Nous sommes une unité de communication. Et lorsque la vie va se structurer plus avant, qu'on va commencer à développer le langage et l'entrée dans un clan, dans une tribu, c'est que la tribu va communiquer en ayant la même langue, les mêmes habitudes, les mêmes valeurs. Puis dans notre évolution, eh bien, on va communiquer dans un pays entier. Et aujourd'hui, dans l'électronique qui existe, eh ben, c'est assez incroyable. Il y a quelques jours, on faisait un anniversaire. On était à Berlin et il y avait une amie qui était avec nous, si je puis dire, à travers le téléphone avec le haut-parleur, qui était des États-Unis. Et on a fait la fête pour un gamin, elle chantait avec nous, elle jouait avec nous, et ainsi de suite, elle était aux États-Unis. 6 heures de décalage.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut parler avec n'importe qui dans le monde entier. Le système de communication s'est évolué encore plus et encore plus et encore plus. Par définition, la vie ne peut que grandir. Donc aujourd'hui, si on arrive à dire, ben voilà, on communique donc avec le monde entier, ben oui, donc maintenant le monde c'est fini. Hein, voilà, donc on a fini. Et quand on a fini notre évolution, on a deux possibilités. Une société, elle existe et elle s'écroule. Si elle ne peut plus grandir, elle s'écroule. Comme un être humain s'écroule, une société s'écroule. On sait qu'il y a les Égyptiens, plein de civilisations qui ont disparu, qui ont existé. Rome qui a existé. Bon, Rome existe toujours, mais c'est plus exactement Rome. C'est plus la même Rome. C'est plus la même Rome, à part les spaghettis. Et il faut, pour pouvoir continuer à vivre, continuer à grandir. Or, aujourd'hui, maintenant, grandir, ça veut dire quoi? C'est se tourner vers la communication. Et il n'y a pas d'évolution d'amour. Je veux dire, l'amour fait que si je suis amoureux d'une fille, cette fille, le matin, elle se lève, je dis qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Je sais tout de suite, parce que je suis amoureux, parce qu'on a un contact. Donc, plus on évolue vers la communication, plus on évolue vers l'amour. On sait ce qui se passe dans telle partie du monde, on veut aider, on veut réagir, on veut interagir. Et si à un moment on est bloqué, et maintenant on est bloqué, il faut se tourner pour se dire quel est notre avenir. S'il n'y a pas d'avenir, on va périr. Troisième guerre mondiale et c'est terminé. Donc potentiellement, quel est notre avenir? La communication. La communication vers quoi? La communication vers différentes choses. La communication vers les aliens, qui foisonnent de partout, qu'on voit perpétuellement des vaisseaux, Seulement, on est tellement limité, tellement abruti, que si, par exemple, vous voyagez quelque part et qu'il y a des cannibales qui s'entre-dévorent et ainsi de suite, est-ce que vraiment vous avez dû vous arrêter de discuter avec eux? Bien sûr que non. Voilà. C'est à peu près ce qu'on est. On massacre les animaux, on massacre le monde, on massacre les enfants, on massacre les Israéliens, les musulmans, les catholiques, parce qu'ils n'ont jamais la bonne religion ou la bonne nationalité. Donc est-ce que vraiment, moi, extraterrestre, voyageant dans le cosmos, j'ai envie d'aller discuter avec eux? Peut-être pas, hein. Peut-être que j'ai pas envie. Donc, être capable de s'ouvrir techniquement pour être capable de communiquer avec les extraterrestres, c'est-à-dire avec d'autres consciences, crop circles, compréhension. Et puis il y a d'autres communications. Communication avec l'énergie. La communication avec l'énergie, c'est ce qui va me permettre de comprendre qu'il n'y a pas que l'existence physique. Que si j'ouvre mon esprit, je peux capter des choses qui existent, sur tout ce que j'ai pu expliquer dans le livre que j'ai fait jusqu'à présent. Et si je m'ouvre vers d'autres communications, vers des esprits, vers l'énergie, vers les entités de la nature, je vais littéralement exploser. Exploser positivement, je vais apprendre. Et puis il y a des communications avec moi-même. Par exemple, me souvenir de mes vies passées. Réaliser que j'existe dans une vie physique et qu'après je vais passer dans une autre vie physique. Et ce faisant, d'un seul coup, toute ma limitation de vie, elle va exploser. Je vais être capable de comprendre qu'il y a plein de choses que je rejette simplement parce que je refuse de communiquer. Donc je suis obtus dans mon protocole, je reste enfermé dans mon système, c'est comme ça et pas autrement. Mais c'est comme ça et pas autrement, ça a un prix à payer. Et ce prix à payer, c'est la destruction. Quand le docteur Dirk Hammer, il a développé certaines théories sur ce qu'on appelle la médecine nouvelle, où il expliquait que le cerveau, c'est un champ électromagnétique stable, et que par des chocs émotionnels, on déchire une partie de ce champ électromagnétique. Dans la cartographie cérébrale, cette partie du cerveau n'a plus cette conscience de l'unité du cerveau, du champ électromagnétique, et va commencer, selon la partie qu'il contrôle, à donner des ordres incohérents. Et les ordres incohérents, c'est combattez-vous. Et c'est ce qu'on appelle un cancer. C'est ce qui va nous tuer. Le cancer, par définition, c'est l'isolement de conscience d'une partie du corps liée au cerveau par rapport au reste du corps. Et cette partie du corps va commencer à combattre le corps, ce qui veut dire la mort. L'isolement, le refus de communiquer, ça nous amène automatiquement à la mort. Refuser de communiquer avec l'espace, refuser de communiquer avec l'énergie, refuser de communiquer avec notre âme, refuser de communiquer avec notre mémoire, avec les vies passées et autres, ça va nous amener automatiquement à une autodestruction, comme un cancer.
ce qui se passe, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, disait dans les tables d'émeraude, et décrit dans les tables d'émeraude, Hermès Trismégistus. Et le système du cancer, c'est le système de l'humanité qui se développe aujourd'hui. Un isolement total, tellement fort qu'aujourd'hui, être avec des gens, c'est interdit. Dès qu'on est avec des gens, on est une secte. Dès qu'on est trop proche, on se demande ce qui se passe. On doit être isolé. Donc chacun croit qu'il a des amis, mais il a des amis sur Internet. Alors, il a une liste de 500 ou de 1000 amis. Je dis, oui, mais tu prends ton café avec qui le matin? Ben, avec personne, j'habite tout seul chez moi. Je dis, et le soir, tu vas avec qui là-bas? Personne. Mais j'ai 1000 amis sur Internet. Ah oui, super. Donc on a réussi à pousser les gens à leur faire croire qu'ils ont des amis alors qu'ils n'ont plus d'amis. Ils sont totalement isolés. Et si vous avez un problème financier et autres, de travail, vous verrez que vous êtes seul. La plupart du temps, il n'y a personne qui soit derrière et vous êtes seul. Donc, on a réussi à pousser les gens à être isolés totalement pour qu'ils soient indépendants. Mais en étant seul et isolé, comme une cellule isolée, ça va à contrario de l'évolution de la vie. Et en étant seul sous une autorité nationale, vous ne pouvez que être un esclave. Il y a un paradoxe qui est fantastique, c'est que la technologie, l'évolution, on communique très vite partout en même temps, comme tu as dit pour ta fille. Il peut y avoir une multiconférence planétaire et discuter à la même instant. On communique beaucoup, mais on ne parle plus réellement, puisqu'en fait, il y a de l'isolation, il n'y a plus de communication, alors que le système se développe. C'est ça. Parce que naturellement, on va vers l'évolution nécessaire pour développer plus de vie, plus de technologie, plus de commerce dans le monde. Mais en même temps, on enseigne un mensonge aux humains. Oui. On ne parle pas. Tout est tabou. Il ne faut pas parler de sexe, il ne faut pas parler de ceci, il ne faut pas révéler la vérité, il ne faut pas présenter telle ou telle chose. Oui. Donc, on a un besoin naturel de vie, d'évolution, parce que c'est propre à la nature de l'existence, mais en même temps, on va dans son opposé et on pousse les gens à s'isoler totalement en leur disant, c'est pas de l'isolement, c'est de l'indépendance. Oui. Et de l'indépendance seule, c'est de la souffrance, parce que ça va à contrario de la vie. Et pour développer la vie, il faut déjà avoir une conjointe ou un conjoint, il faut avoir des enfants, il faut... et aujourd'hui, par exemple, en Allemagne, ils ont fait venir 2,5 millions de réfugiés. C'est aussi tout simplement parce que les Allemands sont tellement froids qu'ils n'ont plus d'enfants. Ils n'arrivent même plus à être en couple. Ils n'ont plus d'enfants. Donc la civilisation allemande, au niveau de la quantité, elle est en train de s'écrouler. Il n'y a plus personne pour payer les retraites et ainsi de suite. Oui. Donc ils ont pris les réfugiés. On dit que c'est un acte de bonté et d'amour. C'est vrai, Angela Merkel, elle a fait quelque chose de cool. Mais en même temps, c'est parce qu'elle n'a pas le choix. Parce qu'il n'y a plus personne qui fait des bébés, quoi. La civilisation allemande, elle s'écroule de plus en plus. D'accord. Donc, on est dans un protocole qui nous amène à l'opposé total. Quand, par exemple, on se tourne vers les cas de réincarnation, on peut découvrir qu'il y a beaucoup d'enfants qui se souviennent de la réincarnation. En fait, très souvent, ça va très rapidement disparaître parce qu'il n'y aura pas de communication par les parents. On va dire non. Par exemple, moi, dans la cécité, en écolocalisation, les enfants qui sont aveugles, naturellement, quand ils ont 3-4 ans, ils développent le clic. Ils le font naturellement parce qu'ils réalisent qu'ils ont un retour, qu'ils peuvent entendre, et ainsi de suite. Et dans la plupart des civilisations, on leur dit « Arrête, t'es ridicule avec ça, t'es énervant ». Et l'enfant s'arrête. Mais le cerveau, lui, il avait trouvé la solution. Je ne vois pas avec les yeux, je vais voir avec les oreilles. Donc on dit « Ah, l'écolocalisation, c'est une invention formidable ». Mais en fait, n'importe quel enfant, il va le développer naturellement. Il va développer ça. Et il y a beaucoup d'enfants qui aussi se souviennent de leur vie passée. Sauf qu'on va leur dire « Bon, allez, arrête tes sottises maintenant, tu ne m'intéresses pas à tes histoires ». Or, si on s'ouvrait un petit peu, on découvrirait des choses assez incroyables. Quelques exemples. En ayant pratiqué les arts martiaux pendant très très longtemps, c'est clair que quand j'ai commencé les arts martiaux, j'ai pratiqué des anciennes formes d'arts martiaux, parce que j'ai pratiqué avec des profs qui pratiquaient eux-mêmes depuis 20 ou 30 ans. C'était en 66, donc c'est clair que j'ai connu les anciens arts martiaux. Et les arts martiaux, ils ont, comme tous les sports, énormément évolué. À tel point qu'il faut être professionnel pour faire le lien entre un ancien mouvement et un nouveau mouvement. Il y a certains mouvements qui sont à peu près les mêmes, mais il y a d'autres mouvements, Fumikumi par exemple, pour ceux qui connaissent, pour reconnaître un Fumikumi du passé et un Fumikumi présent, il faut être un professionnel.
Et j'ai une petite fille, elle vient dans mes cours il y a longtemps, elle a 6-7 ans, elle a toujours été obsédée par le karaté. Toujours été obsédée par le karaté, c'est ce que ses parents et grands-parents m'ont dit. Et il n'y a personne dans sa famille qui pratique les arts martiaux. Depuis qu'elle peut se séparer, elle veut faire du karaté. Donc elle arrive chez moi, elle a 6-7 ans, elle fait du karaté. Je lui montre du karaté d'aujourd'hui, elle me fait le karaté d'il y a 60 ans. Alors je dis, mais attends, je ne t'ai pas montré ça. Oui. Mais si, monsieur, vous m'avez montré ça. Et techniquement parlant, d'où est-ce qu'une petite fille de 6 ans qui n'a jamais pratiqué le karaté a une connaissance pour pratiquer l'ancien karaté d'il y a 60 ans, avec des mouvements qui sont parfois radicalement différents. Oui. Donc il n'y a pas d'erreur en copiant un petit peu mal. Oui. C'est totalement différent. Par exemple, aujourd'hui, on met un coup de poing en forme de phalange en premier ressorti. Et dans le passé, on mettait les kento, c'est-à-dire les deux points, les deux os du métacarpien en avant. Oui. Donc il y a une position, elle faisait l'autre. J'ai dit, attends, je ne t'ai pas montré ça. Mais si, monsieur, vous m'avez montré ça. Et techniquement parlant, si vous avez ce seul cas, qu'est-ce que vous faites avec ça? Si les réincarnations n'existent pas, d'où est-ce qu'elle sort cette connaissance? J'ai entendu d'un autre cas, que je n'ai pas vécu directement, c'était avec Madeleine Chavanon, où il y avait un petit enfant qui était terrorisé parce qu'un avion est passé au-dessus. C'était après la guerre, en 47, 48, 49, non 50 je crois. Et donc il y a un avion qui passe au-dessus et la petite fille, le petit garçon, il est terrorisé, il hurle et tout, la maman n'arrive pas à le calmer. Et à un moment il dit, mais vous ne comprenez pas que j'étais descendu en flammes? En flammes? Ouais. Et la maman dit, mais de quoi tu parles? Il dit, j'étais descendu en flammes, et si vous ne me croyez pas, allez à telle rue à Vienne, ça se passe en Autriche, allez à telle rue en Vienne et vous comprendrez tout. Il donne une adresse précise. Un petit gamin de 5 ans qui n'est jamais sorti de son village. Et Madeleine Chavanon, elle était là, c'est quand même bizarre. Oui. Or, il se trouve que quelques mois plus tard, elle est à Vienne, donc elle repense à cette rue, ça l'avait marqué, donc elle se dit, tiens, je vais aller voir. Et dans la rue, à l'adresse que le gamin a donnée, il y a un cadre qui est présenté avec un pilote, avec une bougie qui brûle encore parce que le personnage est très respecté. Et c'est un monsieur qui est mort pendant la guerre de 39-45. Effectivement, donc ça a eu lieu en fait. C'est ça. Et son avion a brûlé. Le mec a été brûlé vif en chutant, quoi. Malgré que ça soit factuel, il y a pas mal de cas qui parlent de réincarnation, preuve à l'appui. Il y a une résistance des personnes à croire ou à avérer en disant que ça existe réellement. La réincarnation, elle est quand même niée. C'est ça qui est étrange aussi, quoi. Parce que ça va dans le principe du contrôle de la société qui dit vous ne devez dépendre que d'une seule chose, c'est de la société. Vous devez être isolé et dépendre de la société, de façon à être un esclave total. L'isolation, la non-communication vous oblige à être des esclaves. Si je me souviens que je suis une âme et que je dois évoluer, que je dois apprendre, cette vie de société n'est pas suffisante. Je comprends que je dois développer mon amour, ma compréhension, mon évolution pour être avec les autres, et ainsi de suite. Donc, il est clair que le principe, c'est de toujours nier ces choses-là. Il y a un monsieur, je rechercherai son nom après, c'est un enfant, il était obsédé aussi par des cauchemars. La nuit, il se battait, il mettait des coups de pied, des coups de poing, il avait 5-6 ans, pour apparemment sortir de quelque part. Et en fait, avec le temps, le papa et la maman qui écoutent, hein, ils vont poser des questions. Et en posant des questions, ils vont s'apercevoir que parfois, l'enfant a accès à des mémoires. Un jour, il lui achète un petit avion plastique. La maman lui dit, tiens, c'est un avion avec des bombes. Et le gamin, 6 ans, il dit, c'est pas des bombes, c'est des réservoirs extérieurs pour aller plus loin. Et la maman, elle dit, ah bon? Enfin, bon, ça paraît comme des bombes. Non, non, c'est pas des bombes, ce sont des... Or, elle fait des recherches, le papa commence à s'intéresser à ça, et cet avion particulier représenté par le jouet, c'est le premier avion qui a sorti des réservoirs extérieurs pour faire des missions plus éloignées. C'est impossible à 6 ans de pouvoir déterminer Absolument. Des bombes de réservoir. Hein. Et plus tard, à un moment, il regarde un plan avec son papa, il regarde le Japon, à côté d'Hiroshima, il dit, tiens, je suis mort là, et il montre l'endroit. Et le papa, il dit, comment ça, t'es mort là? Et après, il lui demande, bon, bah alors, mais t'étais en avion, d'accord, donc tu venais d'un bateau. Il dit, oui, le bateau, il s'appelait comme ça. Et le papa, il fait des recherches, et pendant la guerre de 39-45, à cet endroit, il y avait un porte-avions qui portait ce nom-là. Oui. Ça commence à devenir un petit peu embêtant. Ça fait beaucoup quand même. Et à un moment, il lui achète des G.I. Joe.
Et quand il lui achète des G.I. Joe, il y en a 3. Et le blond, il l'appelle d'un nom particulier. Le rouquin, il l'appelle d'un nom particulier. Et le troisième, il l'appelle d'un nom particulier. Et le papa, un jour, il dit, mais pourquoi t'appelles tes G.I. Joe comme ça? Il dit, bah parce que c'était mes amis. C'est eux qui m'ont accueilli quand je suis arrivé au paradis. Donc le père, il est là, il dit, mhm. Et il fait des recherches. Et il s'appelle James. James, je rechercherai son nom de famille après. James, et il signait tous ses dessins, James the Third, le troisième. Or, en fait, après de longues recherches, je vais écourter l'histoire, il va trouver que sur le bateau, sur le porte-avions, il y a eu une bataille exactement là où le gamin a décrit l'endroit, et il y a un seul pilote qui est mort dans cette bataille. Et il s'appelait James Jr. Donc ça veut dire c'est James le deuxième. Et lui, il s'appelle James dans cette vie, et il s'appelle lui-même, spontanément, sur toutes ses histoires, sur tous ses dessins et tout, il signe James le troisième. C'est fantastique. Donc là, il dit, et là, le père fait encore plus de recherches, et il va découvrir qu'effectivement, sur le porte-avions, il y avait un blond qui s'appelait d'un nom bien particulier, un rouquin qui s'appelait bien d'un nom particulier, et un autre qui était très grand qui s'appelait un, et ces trois-là sont morts quelques mois avant James. Et là, ça devient très embarrassant quand même. Pour être capable de dire non, mais il n'y a rien qui existe, il faut aller très très loin dans l'histoire et dans le déni. Et à un moment, ils sont sur la pelouse, il y a le papa qui est en train d'enlever les feuilles mortes sur la pelouse, et puis il parle avec son gamin, puis le gamin est en train de jouer avec des feuilles mortes, et il dit « Je suis très fier que tu sois mon fils, je t'adore », ainsi de suite. Et le gamin, il vient et dit « Oui, je sais, j'ai eu raison de vous choisir ». Alors le père dit « Comment ça, de nous choisir ?» Il dit « Ben oui, quand vous étiez sur la plage et que vous faisiez votre repas, que vous avez décidé d'avoir un enfant, c'est parce que je vous ai invité à vous rejoindre et vous avez accepté. Or, il se trouve que le couple, au bout de 5 ans de mariage, ils ont décidé de louer un hôtel quelque part au bord de la mer, et effectivement, ils ont fait un repas sur la plage. Et effectivement, pendant ce repas, ils se sont dit, il est temps de se tourner vers l'avenir, et si on avait des enfants. Tiens. Oui, c'est insufflé tout ça, oui. Donc, un truc comme ça, c'est pour pouvoir nier après l'existence de l'âme, oui. Il faut pousser très loin le déni. Alors, une histoire comme l'histoire du karaté, une histoire comme ce gamin à Vienne, en Autriche, cette histoire comme ce monsieur-là, par exemple, vous allez dire, bon, ouais, il y en a peut-être 2 ou 3 dans le monde entier. Or, répertorié comme histoire officielle, c'est-à-dire avec tellement de preuves que le gamin connaissait le nom du chien qu'il avait, et ainsi de suite, des choses hallucinantes, des précisions, des gamins qui se remettent à parler une langue, et ainsi de suite. Donc, pas des vagues remémorations, des choses très très fortes. Il y a plus de 500 cas officialisés dans le monde. Et pourtant, on dit, ouais, mais ça prouve rien. Alors c'est étrange parce que s'il y a un crime quelque part, s'il y a 2 ou 3 témoins, et 2 ou 3 recoupements de faits, vous en prenez pour 20 ans. Oui. Mais là, avec 500 enfants qui ont fait des démonstrations fantastiques, on dit toujours... et en sachant que ces 500 enfants, c'est le tip of the iceberg, le sommet de l'iceberg, parce que la plupart du temps, quand les enfants commencent à se souvenir, on leur dit « Arrête, tu nous fatigues maintenant. Arrête tes histoires. » Donc, c'en est 1 sur 1000, 1 sur 10 000 qui est écouté. Si on était dans la communication et qu'on observe simplement, pour beaucoup de gens, la réincarnation, oh, c'est un truc mystérieux, mystique. Non, non, c'est pas vrai, ça passe avec vos enfants. Vous avez juste à les écouter. C'est là, devant notre nez. Est-ce qu'on peut dire que ce phénomène va s'accentuer, se développer? Ah, bien sûr, et s'accentuera de plus en plus. Parce que tu nous as dit qu'on est sur soit une fin ou un début de cycle, les réincarnations vont s'accélérer. Entre guillemets, t'es un bon exemple de cela, par rapport à ça. Et donc, du coup, on va retrouver de plus en plus de personnes qui vont pouvoir, si on ne les coupe pas, en fait, les parents sont un peu éveillés, pourront explorer cela. Absolument. Mais sinon, ça va se multiplier davantage, en fait. Absolument. Et le protocole, c'est que la puissance de l'âme de lumière que vous êtes, oui, elle est proportionnelle au mensonge qu'on vous donne. C'est-à-dire que, comme la force spirituelle est en vous,
vous êtes tous des êtres d'amour, tout est là, eh bien, il va falloir qu'on donne une couche de mensonges qui soit encore plus forte que l'inspiration de vos vies passées, de l'inspiration de l'énergie, des anges, des guides. Et quand on regarde la quantité de manipulations et de mensonges qui nous entourent dans ce monde, vous avez la révélation de la qualité d'âme que vous êtes. On peut mesurer, je veux dire, s'il y a quelque chose qui soit proportionné à quelque chose qui vienne, on sait qu'il va y avoir un tsunami et il y a une population qui construit, qui est très informée et qui construit un barrage de 30 mètres de haut, c'est que je sais comment grand va être le tsunami, parce qu'eux, ils le savent. Oui. De la même façon, la quantité de mensonges qu'on vous donne dans ce monde pour vous interdire d'exister en tant que lumière, elle est proportionnelle à la grandeur de ce que vous êtes en vous-même. Si par exemple j'ai eu dans ma vie une expérience très très dure qui a duré pendant quelques mois et j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre, c'est-à-dire que c'est un peu la même chose, ça représente un petit peu ce qu'on veut me balancer dans la tronche pour pas que j'évolue. C'est ça. Et aussi, perpétuellement, on te dira par exemple, t'es amoureux, et on te dira, profites-en, ça va pas durer. Oui. Et puis après, si tu as eu des problèmes et que ta copine est partie, tu auras toujours un sage qui vient te taper sur l'épaule et qui dit, bah oui, c'est ça la vie. Ouais. Et donc en fait, tu es en train d'apprendre que la vie, c'est pourri, c'est pas intéressant. On va travailler, on paye nos impôts, on ne doit pas aimer, on ne doit pas croire, on ne doit pas être ensemble, on ne doit pas s'unir, on ne doit pas évoluer. Super comme vie, finalement, si je regarde bien, je veux dire, moi, je regarde un menu comme ça à l'entrée du restaurant, je rentre pas. Hein. Ouais. Donc, il faut être clair de voir que dès qu'on lâche la pression, les gens ils disent très souvent, oh, moi je suis libre, je fais ce que je veux. Non, absolument faux. On est sous une pression de mensonges et de terreur perpétuelle. Si je vous isole dans une île, non pas vous isoler, mais vous mettre dans une île paradisiaque, avec 50 personnes qui sont ouvertes, dans 2 ans, vous êtes super spiritualiste et super évolué. Si je vous remets dans un contexte sans agression, sans terreur, où je ne peux pas parler de ça, où je ne dois pas faire ceci, ainsi, naturellement, vous allez vous intéresser aux gens. Naturellement, vous allez être ouvert. Naturellement, vous allez... Regardez simplement quand vous êtes à la campagne ou à la mer, vous êtes là, après quelques jours de vacances, vous vous asseyez, par exemple, sur la plage, il y a le coucher de soleil, vous regardez ça et vous trouvez ça cool. Comment ça se fait que vous ne le faites pas le reste de l'année ? C'est pas parce que vous n'avez pas envie de le faire, c'est parce que la pression extérieure de travail, de vie sociale, vous interdit d'être là et de vous découvrir un petit peu. Et c'est la même chose pour la relation sexuelle avec votre copine. En vacances, ça va être beaucoup mieux que quand on travaille et qu'on rentre à 8h du soir, qu'on est crevé et demain il faut recommencer. Donc il y a tout un ensemble qui fait que ce que moi j'appelle les protecteurs du foie, vous êtes traité à coups de fouet dans la société pour vous interdire de tourner la tête vers la lumière où qu'elle puisse se trouver. Puis ensuite, vous avez tellement subi ça que vous faites les protecteurs de ce fouet. Or, si on vous détend un petit peu, si on vous relaxe un petit peu, qu'on vous donne un petit peu de vie normale, naturellement, vous allez tourner vers la lumière. Donc, vous évoluerez selon votre croyance, vous êtes musulman, chrétien, vers la musique, vers la méditation. Mais naturellement, vous allez tourner vers ça. Si vous ne le faites pas, c'est pas parce que c'est ce que vous êtes, c'est parce que le contexte extérieur vous interdit formellement de ralentir, de vous asseoir, de réfléchir, d'observer vos gamins qui commencent à se souvenir, de vous concentrer sur un rêve. Concentrez-vous sur vos rêves, vous allez voir ce que vous allez découvrir. Ah mais on ne peut pas parce que le matin, c'est 7h du matin, il faut aller travailler, il faut emmener les gamins à l'école, et ainsi de suite. Et on est reparti dans un contexte qui nous oblige à courir et qui nous interdit formellement. Ah, et regarde, c'est subtil parce qu'il n'interdit pas, il va développer la société d'occupation et de show partout où il faut faire quelque chose. Donc l'interdiction, elle prend cette forme subtile où on ne sent pas l'interdiction, mais quelque part, la pression subtile nous emmène, enfin, moi je ne suis pas concerné, comme la télévision qui occupe un espace important dans beaucoup de foyers, la société d'occupation et de loisirs et d'abrutissement, quoi. Oui. Ouais. C'est vraiment... Vous n'avez jamais vu ce film Equilibrium ? Oui, je l'ai vu, bien sûr, oui. Et là, vous avez le père, je crois, il s'appelle le père, qui passe à la télévision sans arrêt, qui donne les règles, et ainsi de suite, ainsi de suite. Oui. Et quand on finit par détruire le réseau, les gens commencent à se réveiller. Oui. Donc c'est une image très simple. C'est ça, oui. Mais en fait,
les gens sont là en train de dire « mais la spiritualité ne m'intéresse pas parce que je suis un être libre ». Je dis « non, la spiritualité ne t'intéresse pas parce que tu n'as même pas 2 secondes pour penser, pour être en contact avec ton âme, observer tes enfants, observer la vie, observer la paix que tu as en toi, observer l'amour. Quand on parle de magnétisme, par exemple, toi qui travailles avec le magnétisme, il faut savoir que tout le monde a l'énergie. Il n'y a pas que des gens super doués. Il se trouve qu'il y a un protocole à cause de votre vie, à cause de votre expérience, où vous apprenez des choses. Mais nous sommes tous d'essence lumineuse, nous sommes des êtres de lumière. Donc par définition, manifester l'énergie, c'est comme bouger le bras. Ceci étant, les gens sont tellement stressés, tellement terrorisés, tellement complexés, tellement enfermés, que comment pourrait-il arriver à cette idée particulière qu'ils sont des êtres de lumière et qu'ils pourraient s'aider dans un champ d'amour, de lumière et de compassion? C'est ça devient un luxe aujourd'hui. Je vois depuis que je suis tout petit, je dessine, j'aime écrire, j'aime la musique, et partout autour, que ce soit les amis ou beaucoup de la famille aussi, on entend, c'est pas ça les métiers d'avenir, c'est pas comme ça que tu vas gagner ta vie, tu monteras pas une famille comme ça. Bien sûr. Occupe-toi sur autre chose et puis fais des métiers. Un peu que j'avais beaucoup aimé la manière dont Tom Ram disait ça, où t'es sérieux, t'es froid, t'es terne, t'es blasé dans le cœur et t'es vieux dans la tête. Yeah. Et là t'es quelqu'un d'important, Absolument. mais devant les idiots. Et je trouvais ça très très beau. Absolument, mais c'est absolument vrai, quoi. Et quand vous qui êtes musicien, par exemple, aussi, je sais parce que je connais très bien ce sujet, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis musicien. Ah. Et à part ça, t'as un métier? Et à côté. Ouais. Bon. Ce qui veut dire que dans l'esprit des gens, c'est impossible. C'est absolument impossible. La seule chose qui existe, c'est le contrôle total de la société, production, soumission, obéissance, et ils vont résumer cet ensemble de contrôle absolu comme leur libre arbitre. C'est quand même très fort. Alors, pour mieux comprendre encore, si les gens s'ouvrent un petit peu au NDE, Near Death Experience, expérience imminente de mort, ils seraient tous obligés de reconnaître qu'au moment de leur mort, ils s'avancent vers une essence de lumière qui demande toujours... D'abord, les gens sont plongés dans une paix, dans une lumière absolue, et ils reçoivent toujours cette question, comment as-tu aimé? Est-ce que ta vie valait le coup? Comment as-tu aimé? C'est à peu près la question qui revient sans arrêt. Si les gens avaient le courage de se souvenir de ça, évidemment que la société est par terre. Il faudrait continuer à produire et à survivre au niveau matériel. Mais l'essence même, c'est autre chose. C'est la communication, c'est la vie, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la musique, c'est l'art, sous toutes ses formes. L'art n'étant pas une intelligence plastique. Quand tu parlais de Maître Omram, il disait quelque chose. Il lisait des poèmes. Des fois, j'ai une conférence de Louis où il lisait des poèmes et il est mort de rire. Il est mort de rire en lisant certains poèmes parce qu'ils sont très malins, très rigolos. Mais c'est simplement rigolo. C'est des jeux de mots, et il dit, ce sont des gens tellement intelligents. Il dit, mais ça, c'est pas l'art. Et après, il lit un poème, je crois, de Victor Hugo, si je me souviens bien, qui parle de la vie, de la mort. Il dit, ça, c'est l'art. Ça touche quelque chose en moi quand j'entends ça, quand j'entends cette musique, quand j'entends cette poésie, quand je regarde cette peinture. Je suis là, je regarde et je dis, ma vie, ça devrait être plus. Il y a quelque chose de fantastique. Ça, c'est l'art. L'art, c'est l'art de faire vibrer l'âme en nous, où d'un seul coup, c'est comme une remémoration. Ah oui, je me souviens, je ne suis pas qu'un être humain, pipi, manger, caca, et ainsi de suite. Oui. Ça, c'est l'art. Il faut bien faire la différence entre l'art véritable qui motive l'âme et l'art plastique est une intelligence. Si je fais une peinture avec du rouge, du vert, ça fait ressortir les couleurs, des formes géométriques assez drôles, c'est joli. On peut en faire un poster, on peut le vendre. Mais ce n'est pas de l'art. C'est de la connaissance plastique. C'est joli, c'est agréable, mais ça n'exprime pas l'âme. Ce qui est l'art véritable, c'est l'expression de l'âme, la stimulation de l'âme, parce que je le fais, ou parce que je le contemple, ou parce que je l'écoute. Et si je suis tourné vers la remémoration de cette force de lumière, dont je suis essence, et vers lequel je retourne, ma vie n'est pas suffisante. Naturellement, on doit abattre toutes ces pressions, tous ces chantages, toutes ces manipulations, et d'un seul coup, on se dit « mais un jour je vais mourir, mais ma vie c'est autre chose ». Il y a une dame que j'ai connue qui était très simple intellectuellement, et qui disait « les gens ils ont peur de mourir parce qu'ils ont peur de s'endormir ».
Or, ils ont tort. Hein. Quand on est de l'autre côté, on est éveillé. C'est ici qu'on dort. Donc c'était une expression très très simple, Oui. mais c'est véritablement ça. Et il faut comprendre, il y a quelqu'un qui m'a laissé ça aussi en commentaire, je crois que c'était une Valérie. C'est des choses que je connaissais déjà, mais je trouve, on peut la citer parce que c'est très touchant ce qu'elle dit. Elle-même, elle citait quelqu'un d'autre, et elle disait, l'amour n'est pas un sentiment, c'est la substance de notre existence. L'amour n'est pas « ah, c'est ce que je ressens vis-à-vis de celui-là ou celui-là ». Non, l'amour, c'est l'essence même de ce que nous faites, de ce que nous sommes. Nous sommes une vibration d'amour dans un corps physique. Même au niveau astrophysique, nous savons parfaitement que toute matière, c'est de la lumière refroidie. Donc, c'est l'essence même de l'amour. Je marche sur l'amour, je respire l'amour. Mon corps est un corps d'amour. La communication, c'est le corps d'amour. La vibration, c'est le corps d'amour. C'est l'essence même, c'est même pas un sentiment, je ressens de l'amour pour toi. Non, c'est ce que nous sommes. Nous sommes, l'essence même de ce que nous sommes, c'est l'essence d'amour. Et toutes ces choses-là, évidemment qu'on doit les éloigner de la conscience humaine, de la mémorisation humaine, parce que si on commence à se souvenir de ces choses-là, on fait une révolution. On dit, mais je veux plus avoir cette vie, mais je veux plus vivre comme ça, mais je veux avoir une véritable communication, mais je veux me souvenir de mes vies passées. Mais c'est quoi un guide, un ange ? Oh, mais pourquoi est-ce qu'il nous parle comme ça ? Il nous enseigne ça ou ça, mais c'est merveilleux, mais c'est fantastique. Oh, je découvre ça. Oh, je peux faire ça. Oh, je peux visiter telle sphère. Oh, je peux vivre ça. Mais les gens vont littéralement exploser dans leur existence, c'est clair. Et ce pouvoir qui est là de partout, les gens disent, mais si ça existait, j'aimerais bien le voir. Je dis, non, en fait, c'est pas ça. C'est qu'il faudrait que vous arrêtiez la télévision, que vous arrêtiez Internet sur les stupidités, que vous arrêtiez le jeu social. La plupart du temps, les gens, ils parlent entre eux. Il ne faut même pas parler d'une chose qui va choquer quelqu'un. Hein, il faut parler de football et encore, pas trop insister sur les équipes, parce qu'il faut parler de stupidité comme ça, parce qu'autrement, on va choquer des gens. On va choquer des gens, ou on va remuer des gens. Remuer dans le bon sens. Hé, réveille-toi, mon gars. La vie, c'est pas ça. Salut. Et il y a beaucoup de gens qui me détestent totalement, simplement parce que ma vie est une insulte à leur vie. Et quand ils sont là, ils disent quoi, mais tu parles plein de langues, tu visites plein de pays, tu as fait ça, c'est pas vrai. Je dis non, c'est pas vrai par rapport à toi, qui est un babouin qui travaille à l'usine toute la semaine et qui est épuisé le samedi avant d'aller voir le match de foot. Oui, c'est vrai, c'est pas vrai pour toi. Mais je t'assure que la vie que j'ai, tu peux l'avoir aussi, qui est à la disposition de chacun. Et s'il y avait plus de gens qui vivent comme moi, chacun qui vit comme moi peut aider l'autre qui vit dans le même style. Et c'est un réseau d'entraide, de fraternité, de voyage, on arrive quelque part, on est déjà chez soi. Mais bien sûr, sois le bienvenu, mon frère, qu'on arrive là ou là. Quelque part, tu recrées un nouveau modèle sociétal et économique, parce qu'actuellement, la société offre un modèle de compression et de normes. Il faut penser comme ceci, le prêt à penser comme cela, donc du coup ça doit choquer énormément de savoir que t'es pas aligné. Absolument. Et tu ne penses pas de manière évidente comme ça. Tu peux tout faire, oui, mais lui il peut pas parce qu'il est à l'usine, c'est le beauf habituel, quoi. C'est ça. C'est pas péjoratif, c'est une victime avant tout en fait. Bien sûr, en fait. Il n'a pas le choix. Oui. Mais souvent j'explique aux gens, je leur dis, mais je comprends pas un truc, ta vie elle est cool. Bah ouais, elle est bien ma vie. Alors, pourquoi quand tu vas au cinéma tu vas voir des vies totalement différentes ? Pourquoi tu ne vas pas au cinéma voir quelqu'un qui travaille à l'usine, qui rentre chez lui le samedi soir et qui va voir son match de foot Pourquoi tu rêves sur d'autres vies où les gens sont forts, courageux, ils sont des aventures, ils découvrent des choses ? Dis, c'est pour changer. Dis, oui, pour changer d'une vie chiante. Le fait d'être attiré par des choses un peu différentes prouve que l'âme, l'esprit, il a envie de s'amuser avec des choses plus intéressantes que de travailler ou d'aller au bureau d'architecture ou d'aller... il y a plein de choses, on peut être un peu plus social, mais la vie, c'est la libération de ce que nous sommes. Et si nous ne sommes pas ce que nous sommes en essence, c'est uniquement parce que la société nous interdit de découvrir cette chose. En nous martelant perpétuellement. Non, regarde là. Non, avance comme ça. Non, continue à avancer. T'arrêtes pas, t'assieds pas. Regarde pas les fleurs, continue. Et c'est vraiment, je pense que c'est, toi tu parlais de Dieudonné,
Je pense que c'est Dieudonné, je suis pas sûr. Je me souviens, à un moment, il joue à un jeu comme ça, et puis il dit « Ouais, c'est ça, allez, va travailler, allez, dépêche-toi, t'es en retard, allez, va travailler, allez, reviens, c'est ça, allez, baisse ta femme maintenant, hein, vite, il faut que tu fasses des enfants, allez, va te coucher maintenant, c'est ça, allez, relève-toi, allez, va travailler. » Et il y a ce pouvoir total qui fait que si on pense un petit peu par soi-même, on est là, on réalise, on dit « Mais à quel moment je peux m'asseoir et réfléchir un peu ?» Et très souvent, quand je rencontre des gens qui sont mis au chômage pour une chose ou pour une autre, je dis, tu sais, le chômage, tu peux avoir deux possibilités. Ça peut être un drame social, ou ça peut être le meilleur moment de ta vie pour t'asseoir et réfléchir un petit peu, et tourner ta vie totalement différemment. Oui. Mais c'est comme toute chose. Soit la chose, je la subis, soit la chose, je l'utilise comme en aïkido, j'absorbe l'attaque et je le retourne avec un pouvoir encore plus grand. Une maladie, un chômage, une crise, un décès, ça peut être parfait. Ça fait très mal parce que ça déstructure votre système de prison, mais ça vous ouvre aussi la porte de votre geôle. Oui. Après, c'est une petite porte qui s'ouvre. Si la personne n'en profite pas, elle se referme et on continue. On est d'accord. Le gardien passera un peu plus tard et pouf, il refermera la porte. Et puis on continue. Et on continue. Mais on pourrait aussi utiliser ça à ce moment-là pour dire oh, mais c'est ça la liberté. Et très souvent, les gens discutent avec moi en disant « Ah, mais ça n'existe pas. Ah, mais les Noirs torturés, même en Europe, ça n'existe pas. Oh, mais les prisons comme ça n'existe pas. Sur Internet, tu peux mettre ce que tu veux. » Je dis « Mais t'as déjà essayé ?» Et je dis « Ben non, je le sais. » Je dis « Mais comment tu le sais, t'as jamais essayé ?» Essaye de publier ça, de parler de ça, et tu verras voir ce qui se passe. Et si moi, je suis publié sur Internet, par exemple, c'est parce que je sais ce que je peux dire, au maximum de ce que je peux dire, mais il y a des choses que je ne dirai jamais. Parce que si je l'ai dit, pouf, mon canal est fermé. C'est tout. Oui. Donc, il y a plein de gens qui s'imaginent avoir plein de liberté parce qu'ils n'ont jamais essayé de mettre une main hors de leur cellule où ils vont recevoir des coups de fouet. Donc, à l'intérieur de leur cellule, ils disent « Mais je peux faire tout ce que je veux. » Oui, à l'intérieur de ta cellule. En fait, ils sont libres dans un cadre qu'on leur a dit. Absolument, c'est ça. Et ils vont exprimer en disant « C'est mon choix. » Je dis « Non, c'est pas vrai. Si tu avais de l'argent infini, hein, est-ce que tu continuerais la vie que tu as là? Ah ben non, je ferais autre chose. Mais donc, tu n'as pas le choix. Tu es juste obligé par les limites financières. Et c'est tout un processus à découvrir, parce que quand on découvre ce processus d'une façon simple, on peut découvrir toute la force d'amour, toute la force de puissance, de guérison, de liberté, de spiritualité, d'épanouissement qu'on a en nous. Et ça, c'est ce que nous sommes. Puis ensuite, ce qu'on nous impose, c'est d'être français. Ce qu'on nous impose, c'est d'être catholique. Ce qu'on nous impose, c'est d'être raciste. Si vous prenez un enfant de 3 ans, 2, 3, 4, 5 ans, ça dépend de son évolution de ses parents, à un moment, cet enfant n'est ni raciste, ni violent. Il ne veut pas manger de viande. Il est heureux de rencontrer n'importe qui. Il parle avec tout le monde. Il est souriant. Ça, c'est ce que vous êtes. Et après, on va vous dire, ah non, mais après, tu dois acquérir la sagesse. Mais la sagesse, ça ne veut pas dire la froideur. Ça veut dire que si vous évoluez correctement, vous devez rester un enfant de 2, 3, 4 ans, avec de l'expérience, avec de la connaissance. Vous savez conduire une voiture, vous parlez arabe, vous parlez... Ça, d'accord. Mais ce n'est pas parce que vous acquérez ça que vous devez perdre toute la force de ce que vous étiez. Parce que ça, c'est ce que vous êtes, c'est vous. Le reste, c'est ce qu'on vous impose. C'est des habits qu'on vous colle et que vous devez porter. D'où le fait que les humains, ils ont une éducation tellement forte que la nudité est une chose terrible pour eux, parce que ce n'est pas eux qui existent avec leur corps, c'est leurs habits qui font ce qu'ils sont. Je suis bien habillé, donc je suis quelqu'un de bien. C'est les apparences sous toutes ses formes. Et en fait, à un moment, je ne dis pas qu'il faudrait avoir une société entièrement nue, mais une société nue d'idéologie, d'apparence et ainsi de suite, absolument. Pour qu'il y ait cette ouverture, et vous réaliseriez que tout ce que vous êtes de vous-même, c'est ça. Chabi disait qu'il a une copine algérienne, je crois, Saba, qui se comportait de façon très fasciste. Et à un moment, Chabi lui a parlé, lui a dit « Mais enfin, tu ne peux pas te comporter comme ça. » Et elle a dit « Mais la société m'a appris à être comme ça, on ne peut pas me critiquer, je suis ce que la société m'a appris. » Mais c'est incroyable de dire ça. Parce qu'en même temps, elle critique la société, mais en même temps, elle se comporte comme la société lui a appris à être. Donc, ce qu'elle est, c'est la valeur de la société, donc elle a raison. Mais la société a tort. Ça s'appelle de la schizophrénie. Oui, on ne peut pas condamner puis se décharger sur l'autre. Donc, à un moment, on doit comprendre qu'on est coincé comme un rat, simplement parce qu'on est dans un chemin qui ne mène nulle part. Et s'épanouir, s'asseoir, se calmer, se tranquilliser,
c'est vraiment aller vers quelque chose de serein, vers quelque chose d'épanouissant. Donc ce que je dis, ça peut vous paraître, oh oui, mais j'aimerais plus savoir sur les extraterrestres. Mais les extraterrestres, ils s'intéresseront à vous quand vous êtes un minimum intéressant, quoi. Arrêtez d'égorger les animaux autour de vous, de massacrer la planète, de construire des bombes. Arrêtez tout ça. Peut-être que les extraterrestres, ah, finalement, t'es pas si bête. Tiens, je veux discuter avec toi 2 ou 3 minutes. C'est la même chose pour l'âme. Comment je peux avancer vers l'âme en ayant comme obsession ma réussite sociale et ma voiture avec air conditionné et ainsi de suite. Je veux dire, l'ange, il vient et dit, de quoi on pourrait parler ensemble? D'air conditionné? Ouais, je sais pas, non. Ah, la voiture comme ça, avec portière centralisée sur un... Non, bah, écoute, je vais aller parler avec quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, c'est tout. Donc la question, c'est pas de savoir, est-ce qu'on peut rencontrer un guide ou un ange? C'est de savoir, de quoi j'ai envie de parler avec lui? Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre d'un ange? Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre d'un extraterrestre? Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre de Pachamama, la Terre? Et là, je peux commencer à aller dans les bois et dire, apprends-moi quelque chose. Mais pour apprendre quelque chose, il faut que je sois conscient que je ne le sais pas, que j'ai envie de le savoir. Or, notre société nous remplit sur la vie de Michael Jackson, sur le champion de foot, sur ça ou ça. Et tant que je sais les dernières nouvelles et le dernier roi qui s'est marié avec la reine, truc machin, ma vie est très intéressante. Et je vais regarder la télévision pour savoir ce qui est arrivé à Johnny Hallyday. Et oui, je sais, il est mort. Je suis au courant. Merci. Il n'est pas mort parce que la marketing et la pression, elle est continue encore. Hein. Bien sûr. Ça fait combien de temps qu'il est mort à vue d'œil comme ça? Ça fait 3 ans. Quelques années. Oui. Oh, même pas, non, ça fait 1 an. 1 an, ah oui. 1 an, puis en fait, dans les commerces, il est très présent. Mais bien sûr, La machine, parce que la mort, bien sûr, c'est ce qui se passe avec le bon phare, avec Rosveta. Oui, tout à fait, ça continue. Tout à fait. Alors maintenant, pour faire un petit break dans tous ces échanges intellectuels, eh bien, comme j'ai avec moi 2 musiciens, je vais leur demander le plus spontanément possible, sans aucun stress, de nous jouer quelque chose d'improvisé, histoire de se relaxer. Quant à ceux qui écoutent, je peux juste vous inviter à vous détendre, à essayer de joindre un moment de tranquillité pour vous rencontrer vous-même avec tout ce que j'ai pu expliquer par rapport à la conscience lumineuse. Maintenant, on va faire une autre improvisation, un peu plus compliquée. Je vais me joindre à vous, pas en jouant de la musique, mais d'une façon différente. Donc, vous allez refaire une improvisation de ce que vous voulez, et je vais joindre ça avec certaines paroles, et on va essayer d'avancer ensemble le plus spontanément possible, sans aucun calcul. Qu'est-ce que tu penses, Ayman, si on fait un truc simple Je te suis. Allez-y, commencez. Juste encouragé par cette musique, détendez-vous. Visualisez-vous debout dans l'herbe, devant le soleil levant. Soudainement, le vent souffle et vos habits s'envolent. Puis votre peau s'envole aussi. Vous regardez vos membres et vous apercevez que vos mains et vos bras
ne sont plus que des bras et des mains de lumière. Vous regardez votre corps et vous n'êtes que lumière. Vous contemplez le lever de soleil et vous comprenez que vous êtes un avec le soleil. Vous regardez autour de vous. Les arbres brillent de cette lumière. Les pierres brillent de cette lumière. Il y a là sur le côté un chien qui passe et il semble être un chien de lumière. Ses mouvements sont doux, délicats. Votre cœur s'emplit d'un amour total, d'une sérénité totale. Vous êtes bien. Vous êtes vrai. Vous êtes en paix. Vous savez que cela est la vérité, que vous êtes la vérité. Paix, sérénité, vérité en chaque parcelle de votre existence. Regardez la lumière. Recevez la lumière. Soyez la lumière. Vous êtes cela. Voilà, une petite improvisation ensemble. C'est pas évident quand même de lancer du texte et de la musique comme ça en écriture libre. Ouais, je trouve ça génial. Ouais. Et c'est un simple jeu qu'on fait beaucoup avec certains amis pour vraiment exprimer quelque chose qui provient de l'âme, qui provient de la sérénité et qui exprime complètement. Et quand les gens écoutent à un moment et mon discours et votre jeu, ils sont là. Et si les gens sont honnêtes, ils sont obligés de se dire « Il a raison, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Il y a quelque chose qui manque. C'est la vérité totale, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. » Donc il faut absolument développer cette chose-là. Est-ce que vous avez un commentaire ou une question, quelle qu'elle soit, à rajouter? Vous n'êtes pas obligé. Je cherche parce que c'est pas facile comme ça à chaud. Tu traites de beaucoup de sujets et chaque sujet est une encyclopédie en fait en soi. C'est ça. Parce que tous les thèmes sont importants. Donc, absolument. Il faut passer son temps sur la spiritualité à être très, très pointu. Oui. Par exemple, quand on parle de l'improvisation, parce que moi aussi je suis musicien, il y a les gens qui disent « Oh ben l'improvisation c'est facile, je fais n'importe quoi ». Je dis « Non, l'improvisation c'est très technique ». C'est-à-dire que j'invente ce que je veux dans un cadre raisonnable où il n'y a pas de fausses notes, où il n'y a pas... Donc je sais dans quelle clé je vais jouer, dans quel style je vais jouer. Je vais communiquer avec l'autre. Est-ce qu'il joue plus? Quand vous jouez, je vois, vous écoutez l'un l'autre, vous voyez s'il y en a un qui accélère ou pas. C'est tout un... Donc c'est une improvisation à l'intérieur d'un créneau technique puissant. Eh bien la spiritualité, c'est pas de l'improvisation bordélique. Oh, c'est ton karma. Ah, un ange m'a parlé parce que quand je faisais caca, il m'a dit de me suivre davantage. Il ne s'agit pas de ça. C'est une improvisation d'âme, mais dans un cadre où je dois savoir ce qui est bon ou mauvais pour ma vibration. Un corps énergétique, un corps physique est un champ vibratoire. Vous vibrez à un certain niveau. À chaque fois que vous jouez de la musique, vous augmentez votre taux vibratoire. À chaque fois que vous fumez, vous faites chuter votre taux vibratoire. À chaque fois que vous mangez du cadavre, excusez-moi, on appelle ça du beefsteak. À chaque fois que vous mangez du cadavre, vous faites chuter allègrement votre taux vibratoire. Quand vous méditez, vous augmentez votre taux vibratoire. Et ça, personne n'y échappe. Ce sont des règles. Donc, il faut petit à petit, par exemple, quand vous avez une inspiration, si vous avez un événement terrible dans votre vie, comme le décès de votre enfant, qui est une des pires choses qui puissent arriver à un être humain, vous allez être tellement choqué que vous allez hurler « pourquoi ?» Et ce « pourquoi » peut faire exploser votre champ vibratoire. Mais
si vous ne profitez pas de ces contacts avec votre enfant qui va vous parler peut-être en tant qu'esprit, ainsi de suite, si vous ne commencez pas à améliorer votre vie, votre taux vibratoire va rechuter. Vous mangez, vous fumez, vous buvez de l'alcool, vous faites ça, vous prenez de la drogue, et tout ça fait que votre taux vibratoire rechute, et il y a un moment, ce ne sera plus qu'une histoire du passé. Vous l'avez perdu. C'est comme capter des ondes supérieures. Il faut avoir un champ vibratoire qui me permet de capter ces ondes. Les guides, ils donnaient une image très simple. Ils disaient, le travail de channeling, c'est comme deux personnes qui sautent sur un trampoline. Il y en a un qui saute très très vite sur le trampoline et l'autre qui saute très lentement. Et celui qui saute très lentement, il va faire un maximum en travaillant pour accélérer ses rebonds. Et celui qui saute très très doucement, très très vite, l'ange, il va faire un maximum pour ralentir un maximum de ce qu'il peut en restant dans un champ vibratoire correct. Ouais. Et il y a un moment, à force d'efforts, de guidance, ainsi de suite, on se rejoint, on saute exactement en même temps, et là je te donne la main. Et nous commençons à sauter de plus en plus vite, et je t'emmène chez moi. Oui. C'est l'image du travail d'être vraiment avec un guide. Et être avec un guide, ça ne veut pas dire écrire des messages cool et avoir la même vie, ainsi de suite. Oui. Une chose importante à comprendre, quand on prend les NDE, où les gens ont vécu l'expérience de mort, ils ont vécu la lumière, ils ont entendu leurs voisins qui parlaient, leurs amis, ils ont fait de la télépathie avec le médecin, enfin des choses hallucinantes de qualité. En d'autres termes, vous avez un cerveau. Le cerveau, vous allez l'utiliser maintenant. Il a certaines capacités. On débranche le cerveau et vous avez des capacités multipliées par 1000. C'est ce qui se passe au moment de l'EMI, on dit en français. Et à partir de ce moment-là, on devrait se dire, mais attends, il y a un truc qui marche pas là. Comment, quand je débranche mon cerveau qui est si brillant, je me retrouve 1000 fois plus intelligent qu'avant, je suis télépathe, c'est impossible. Et c'est tout simplement qu'on a ces capacités. Elles existent maintenant. Mais on ne les libère pas. Par exemple, il y a une chose, quand il y a des gens qui ont des accidents, on appelle ça Near Death Experience. Donc, ils sont presque morts et le cerveau va se libérer. Mais il y a un phénomène qui est moins connu, qui a énormément existé aussi, qui existe encore dans le monde, c'est Fear Death Experience. Fear Death Experience. Fear, ça veut dire peur. Donc, au lieu de dire expérience de mort approchée, on met la peur au lieu de la mort. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont un accident de voiture, ils font des tonneaux, ils n'ont rien. Physiquement, ils n'ont rien, mais ils ont quand même une NDE. Parce qu'ils ont eu tellement peur qu'ils ont évacué, ils sont partis de leur corps parce qu'ils ne veulent pas rester dans leur corps, et ils vont vers la lumière et ainsi de suite. Ils ont une expérience de mort rapprochée, sauf que physiquement, ils n'ont rien eu. Et ceci veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut le faire quand on veut. Oui. Que c'est simplement une stimulation. On n'a même pas eu besoin du cœur qui s'arrête, ainsi de suite. Juste une grande trouille fait qu'on a réagi en évacuant notre corps. Donc ça veut dire que vous pouvez vous asseoir, vous pouvez le provoquer. Et moi, je fais même des stages de temps en temps où je provoque des sorties de corps et d'aller vers la lumière, mais sans tuer qui que ce soit, simplement en altérant le sommeil, en faisant des exercices énergétiques. Au bout de 5-6 jours, les gens, ils ont une expérience de mort approchée. Tout ça pour dire que dans le monde, c'est une expérience très très forte. Alors il y en a peut-être 50 ou 1000 ou 2000 ou 5000. C'est la même quantité que la population américaine. Presque. En Amérique, ils sont 300 millions de personnes. Il y a 280 millions de personnes officiellement dans le monde qui ont vécu des NDE. Virtuellement la population américaine. Mais en même temps, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font après dans leur vie ? Pour la plupart, rien. Ils retournent vers la vie classique. Ils ont une expérience qu'ils disent fantastique, merveilleuse, fabuleuse, mais après avec la pression du monde, eh bien, ils reviennent vers ce qu'ils faisaient avant, et au bout de 6 mois, 1 an, ils ont oublié. Et d'ailleurs, dans les NDE, une chose qui est fort peu connue, c'est qu'on dit on a une crise de 2 ans, et après, tout va bien. Oui. La crise de 2 ans, c'est le temps qui est nécessaire pour que le lavage de cerveau se remette sur vous, que vous oubliez tout ce que vous avez vécu, pour retourner dans la normalité. Et quand ils disent tout va bien, ça veut dire que vous êtes de nouveau un zombie. Donc, il y a une pression extraordinaire de la société qui nous interdit, quelle que soit votre aventure, vous devez retourner dans la normalité qu'on va appeler le libre arbitre. C'est mettre des gens en prison
Et quand ils sont en prison, on leur dit c'est le libre arbitre. Je connaissais l'histoire d'un monsieur comme ça. Il était en prison. En prison, vous avez la télévision en France. Et il y a eu un orage et la télévision a explosé. Et le type, après, il gueulait, il disait, mais ils n'ont pas le droit de nous garder sans prison, sans télévision. Et j'ai dit, ouais, t'as raison, s'ils ne remettent pas la télévision, tu prends tes affaires, tu te casses. Allez hop. Donc en fait, le type, il est en prison et il commence à croire qu'en prison, il est chez lui. Qu'ils doivent respecter ses droits et ainsi de suite. Il doit faire ça, il doit faire ça. C'est la situation qui se répercute en prison, parce qu'en prison, c'est des gens de la société, donc ils continuent le même mensonge, le même délire. Et même la prison, ça pourrait être un endroit merveilleux pour s'asseoir et pour méditer. C'est un moment tranquille, c'est pas super cool, mais au moins c'est un moment où on peut se détendre un petit peu et dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Et les gens, ils sont en prison, après la prison, hop, ils retournent en tant que délinquants, ils font les mêmes choses, et on est reparti, comme en 14. Donc c'est insister sur cette force que vous avez tous. Elle est là, elle est juste là. Il y a plein de gens qui vivent des NDE. Autour de vous, si vous communiquiez un petit peu, vous auriez des gens qui ont vécu des NDE, vous auriez des gens qui se souviennent de certaines choses, des gens qui ont des intuitions très fortes, des gens qui travaillent avec le magnétisme. Il y en a partout autour de vous. Vous avez juste à ouvrir vos yeux, ouvrir votre cœur et commencer à communiquer. Et vous allez voir, c'est partout. C'est partout. Oui. Et ça se développe d'ailleurs de plus en plus. Mais on a toujours cette politique de tabou. Vous savez, le réseau Internet, il est beaucoup plus important dans le porno que tout ce qu'on utilise, si vous voulez voir. Donc moi, je peux prendre votre nom, je peux trouver votre bâtiment ou votre jardin. Je peux voir, avec la caméra, je peux descendre sur votre jardin juste avec votre nom. Parce que l'Internet est tellement puissant. Eh ben, le réseau Internet, il est 10 fois plus puissant que ça. Mais personne ne va voir des pornos. C'est bizarre quand même. Donc c'est la politique des trucs tabous. Le sexe n'existe pas, on n'en a pas besoin. C'est le plus grand marché au monde, mais il n'y a personne qui achète. Ah oui, tout à fait. Oui. Donc que ça soit sur le cul, que ça soit sur plein de choses, les gens vivent dans un mensonge total, dans un tabou total. Et si maintenant vous ouvrez sur l'énergie, sur l'amour, je ne parle pas de l'amour sexuel, aussi, mais je parle de l'amour véritable, l'amour de l'essence de ce que l'on est, de l'énergie, de la spiritualité, ouvrez vos yeux, ouvrez votre cœur et c'est partout. Et c'est partout. Je me souviens, je cite parfois cette histoire, quand j'avais environ 17 ans, j'avais mon meilleur pote que j'adorais. Et je m'entraînais avec lui, je courais dans les bois avec lui. Enfin, c'était un monsieur avec des cheveux longs jusqu'aux épaules, un peu hippie, super cool. Et un jour, j'étais très très strict sur la drogue. Ça venait de mon père. Moi, j'ai tout drogué, c'est une loque humaine. C'était l'enseignement de mon père, donc j'étais impitoyable là-dessus. Alors que je n'avais pas d'expérience, j'avais 16 ans et demi, 17 ans. Et je précise qu'avec ce copain avec qui je courais, il était très grand, très fin, donc il gagnait toujours sur moi. Pourtant, j'avais une super condition physique, mais il gagnait toujours. Et un jour, devant moi, il me dit, il sort une cigarette, un papier d'aluminium. Je regarde, qu'est-ce qui se passe là? Et puis il commence à faire un joint et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Et il est là avec un grand sourire. Ah ouais mon gars, ah ouais c'est comme ça mon gars. Et puis je voulais dire un truc, hein. La loque humaine, ça fait 1 an que tu cours avec et ça fait 1 an que tu vois son cul de très loin, tu vois. J'ai comment qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Et une fois que lui m'a révélé ça parce qu'il a estimé que j'étais prêt, que j'avais évolué, eh bien dans le village où j'étais, j'ai découvert au moins 200 jeunes qui fumaient. Et moi, j'aurais juré qu'il n'y avait personne qui fumait. Le jour où on m'a dit, et que les gens ont commencé entre eux à dire « Ah bah ça y est, Gilles est au courant, ainsi de suite. » Quoi, toi aussi? Quoi, toi aussi? Et je me suis aperçu que je vivais avec toute une bande de jeunes, ils fumaient tous. Et je voyais rien. Eh bien, la situation de la plupart des humains par rapport à la lumière, c'est moi, quand je disais que la drogue... Donc je ne fais pas de la pub pour la drogue, parce que je ne suis pas pour, malgré tout, même si j'ai changé sur mon speech. Mais ceci étant, la situation de dire la drogue n'existe pas, toute personne qui est un drogué, c'est une loque humaine, ça m'interdit de communiquer avec tous les gens qui sont là. Et après, je me souviens, j'ai vu plein de trucs. Ben oui, évidemment. Je me souviens d'un type, j'étais dans un café, je travaillais dans un café, il arrive, il habitait au milieu, il y avait un café d'un côté du village, un café de l'autre côté du village, et le village, il faisait 4 km de long. Il arrive avec son parapluie ouvert, dans notre café, et il dit « Oh, je croyais que j'arrivais dans l'autre café. » Et en plus, il pleut pas, je peux te remarquer.
Ah oui, c'est vrai, il peut pas. Et après, quand j'ai... Ah bah oui, évidemment, c'est clair. Mais à ce moment-là, je me suis dit, bah, il est un peu loufoque, voilà, c'est tout. Donc, plein de choses qui étaient là sous mon nez que je ne voyais pas. Je vous assure que la lumière, l'amour manifesté, les messages divins, c'est partout autour de vous. Mais si vous êtes endoctriné comme moi je l'étais par mon père, les drogués, ce sont des locumènes, vous voyez rien. La lumière n'existe pas. Toute forme de lumière, c'est forcément lié à une secte. C'est mauvais, c'est diabolique. Vous voyez absolument aucune lumière. Et vous êtes là, vous dites, si la lumière existait vraiment, je la verrais. Ah bah oui, bah, la drogue, elle existe vraiment et je ne la voyais pas du tout. C'est une comparaison qu'on peut avoir pour comprendre un petit peu. Alors, comme nos musiciens vont devoir voyager, je finirai ce chapitre en deuxième partie plus tard, mais je voulais faire au moins la première partie avec eux. Merci. Et dans la deuxième partie, je redonnerai le nom du jeune dont j'ai parlé, qui est avec cette histoire de réincarnation au Japon. Parce que ce jeune est très connu, et si je donne le nom, vous pouvez faire des recherches sur Internet, et vous pouvez trouver l'histoire totale, claire et précise. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Nourrissez votre besoin d'être libre. Nourrissez votre lumière en faisant des recherches, en lisant des livres, en apprenant, en découvrant. Nourrissez plein de choses. Stimulez des choses en vous. On ne devient pas musicien simplement parce qu'on aimerait bien être musicien. On devient musicien parce qu'on écoute la musique. Moi, quand j'étais au Bonfim, j'étais tellement... Vous pouvez mieux comprendre au niveau de la musique. J'avais aucune formation musicale, mais aucune. Et je rentre dans l'école du Bonfim. J'étais un super athlète, un maître de yoga, et ainsi de suite. Donc tout ce qu'il faisait, ça me faisait gentiment sourire. Et puis on passe devant la grande salle, qui est l'endroit où tout le monde se réunit. Et il y a une chorale qui est en train de chanter. Alors je dis, vous chantez? Il dit, bah oui, ça fait partie de notre pratique. Ah oui, mais c'est juste une chorale. Ah non, c'est tout le monde qui chante. Ah c'est tout le monde, oui. Et alors, je me souviens, on a commencé à parler un petit peu de chant, et à un moment, la dame, pour vous, et c'est pas une plaisanterie, c'est vrai, hein, elle me dit, ben vous, par exemple, non, elle dit, vous voyez le chant qu'il y a sur 4 voix. Je dis, non, moi, j'entends une musique, c'est tout. Et je ne plaisante pas. Je ne plaisantais pas en ce temps-là, n'ayant aucune formation musicale, j'avais jamais entendu de la musique. Quand elle me dit, c'est 4 voix, je dis, moi, j'entends une musique. J'entends pas 4 voix, j'entends une musique. Et après, elle me dit, ben vous, par exemple, vous êtes alto. Et moi, je dis, non, moi, je suis Idji. Je dis non, vous êtes alto. Je dis, je suis désolé, je sais qui je suis Idji. Elle m'a regardé, elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce débile? Parce que j'avais aucune idée de ce dont elle me parlait en disant que j'étais alto. Aujourd'hui, j'enseigne le chant, et dans une même chorale, je peux aller à l'oreille de quelqu'un et chanter la partie en basse, en alto, en ténor. J'arrive à m'adapter à peu près à tous les... en forçant un peu sur la voix. Pour moi, ça fait partie de la vie complète aujourd'hui. En ce temps-là, quand elle me disait il y a 4 voix, je dis non, moi j'entends une musique, c'est tout. C'est pas une musique très belle d'ailleurs, parce que ça faisait pas partie de ma culture, c'est tout. Il faut, pour devenir musicien, il faut développer, reconnaître les notes, reconnaître une clé, reconnaître un style, et ainsi de suite. C'est la même chose. Il faut stimuler la lumière en vous pour devenir lumineux, comme il faut stimuler la musique en vous pour devenir musicien. Les mêmes règles existent, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, comme j'ai dit précédemment. Donc on peut tout développer. Mais il faut arrêter de croire. Par exemple, moi, mon père, il était très militaire, c'était très carré. On voit son commentaire par rapport à la drogue. C'était un ancien gendarme, donc on ne plaisantait pas avec lui. Et la musique, la seule musique que je connaissais, c'était la musique militaire le dimanche matin quand il faisait le ménage, une fois par semaine. Voilà. Donc, j'aimais pas spécialement. Donc la musique, c'était zéro. Aujourd'hui, je joue plein d'instruments, j'ai déjà fait des concerts, je chante, et pas parce que je suis un génie. Je suis un génie parce que je suis un workaholic, on dit en anglais, ça veut dire un alcoolique du travail. Je travaille sans arrêt. Donc s'il y a une nouvelle chose, pourquoi pas? Je vais la développer. Mais pour ça, il faut dire, tu veux m'enseigner de la guitare? Eh bien, pourquoi pas? Allez, on essaye. Voilà. Et si je dis ça, je commence. Et si je commence, tout est possible. Mais si je dis, non, la guitare, c'est pas pour moi, l'expérience s'arrête là. C'est sûr que oui, là, ouais. Et pour finir, donnerai un dernier exemple. Le braille, qui est donc l'écriture pour les aveugles, en points. Imaginons que je vive dans une société où le braille, c'est une légende. Et tu es en train de me dire qu'avec des points, les aveugles, ils pouvaient lire. C'est n'importe quoi, cette histoire. C'est complètement ridicule. Et un jour, je tombe sur du braille.
Alors je touche le braille avec mon doigt, je suis là, je dis on comprend rien, c'est incompréhensible, c'est stupide, c'est vraiment une légende, c'est rigolo. Et mon expérience s'arrête là. Ma croyance bloque tout, ma croyance négative bloque tout. Maintenant, je vis dans une société comme ici, où il y a des étudiants qui sont aveugles, qui étudient à l'université avec du braille. Je sais que c'est vrai. Et un jour, je touche le braille, je touche un petit peu, oh là, c'est vachement difficile. Attends, ouais, attends, ça y est, attends, ça c'est un point, ça c'est A, 2 points comme ça c'est B. 3 points comme ça, c'est un D. Ça y est, je commence à. Et je dis, mon doigt devient intelligent. Et il y a une phrase simple qui dit, c'est la fonction acceptée qui crée l'organe. Et ce n'est pas l'organe qui va imposer quelque chose. C'est la fonction acceptée. J'accepte le fait que je pourrais étudier de la guitare et je vais créer l'organe qui va me permettre de coordonner mes doigts, d'écouter, de lire la musique, ainsi de suite. C'est la fonction acceptée qui crée l'organe. Le protocole de cette société, c'est de nous interdire d'accepter la fonction de la lumière. Donc cette lumière n'existera jamais. Si j'accepte la fonction que je suis un être de lumière, je développe l'organe de la lumière, de l'amour, du magnétisme, de la paix, de la sérénité, du courage, de la dignité, de la liberté, enfin toutes les qualités du porte-à-faux. Ok, je vais vous laisser voyager et je finirai donc la deuxième partie après. Merci. Merci à vous. Merci.